Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Michel Valadier. Bonjour. Alors vous êtes directeur général pour la Fondation pour l'école. Alors on va parler du bac et notamment du bac pour les élèves du hors contrat. Et d'abord je voulais parler avec vous de la différence de traitement entre les élèves qui passent le bac dans le hors contrat et les élèves qui passent le bac dans le bac public ou le bac dans les écoles privées. Alors, la différence depuis la réforme de 2019 tient en ce que les élèves qui sont je dirais dans le système pour faire court, donc des élèves qui sont scolarisés dans le public ou dans le privé sous contrat, aujourd'hui ne passent plus que 6 épreuves pour avoir leur baccalauréat. Toutes les autres notes sont obtenues par ce que l'on appelle le contrôle continu. Alors, dans le contrôle continu, vous avez le sport, l'histoire-géographie, les langues vivantes 1, langue vivante 2, et l'enseignement moral et civique, etc., etc. La particularité, c'est que les écoles dites hors contrat ont beau être très contrôlées, ne sont pas reconnues en tant que telles, en tant qu'établissement. Et depuis la réforme de 2019, les élèves qui sont scolarisés dans les écoles dites hors contrat, qui sont en fait des écoles libres et indépendantes, sont au même régime que les candidats libres, que les personnes qui ne sont pas scolarisées du tout. J'ai 70 ans, je suis à la retraite, j'ai envie de passer le bac parce que je n'ai que le certificat d'études. Voilà le profil du candidat libre. Bien. Ce qui fait que les élèves qui sont scolarisés pourtant dans des écoles qui sont pourtant contrôlées et inspectées régulièrement doivent passer 23 épreuves. C'est-à-dire 17 épreuves de plus, 23 épreuves contre 6. Donc, la conséquence de cela, c'est qu'évidemment, les élèves sont soumis à toute une série d'épreuves. L'autre conséquence, c'est qu'en termes d'effectifs, vous avez 700 000 candidats au bac cette année. 18 000 passent le bac dans les conditions que je viens d'évoquer. Et donc, les candidats, vu du point de vue d'éducation nationale, le nombre de candidats est modeste. Et donc, les conditions de préparation ne sont pas optimisées, si je puis dire, parce que 18 000, c'est à la fois peu et beaucoup. Et donc, quand il s'agit de réunir 18 000 candidats, notamment dans des grandes villes ou en Île-de-France, eh bien, l'année dernière, le ministère avait loué Villepinte pour encadrer l'ensemble de quelques milliers de candidats qui passaient des épreuves le même jour. Mais les conditions ne sont pas optimum. J'en veux pour preuve que certains élèves qui passaient une épreuve orale ont été invités à préparer leur épreuve orale dans une salle où il y avait par ailleurs des élèves qui étaient en train de plancher sur une autre épreuve. Donc avec des distractions, avec du bruit, etc., etc. Donc voilà en gros les différences. Il y a par contre une réalité à l'arrivée, c'est que les directeurs des lycées, des classes préparatoires dans le supérieur sont très intéressés de voir ces élèves qui travaillent jusqu'au bout. Parce que quand vous passez 23 épreuves, les épreuves ne sont pas encore terminées pour les élèves du hors contrat. Et donc, les élèves travaillent le troisième trimestre, ce fameux troisième trimestre qui est la plaie de tous les chefs d'établissement du système, puisque à partir du 17 mars, la plupart des élèves ont déjà passé leurs 2 spécialités, c'est-à-dire que pratiquement le bac est plié, ils ont déposé leur dossier sur Parcoursup, et le système actuel fait que vous êtes admis dans l'enseignement supérieur avant même d'avoir passé votre bac. Oui, et ça justement, c'est assez terrible, donc vous le dites, pour les professeurs qui ont du mal à tenir leur classe pour le troisième trimestre. Et je voulais aussi vous parler qu'il y a eu plusieurs loupés, plusieurs ratés dans l'organisation du bac pour les écoles hors contrat encore cette année. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Alors, il y a eu, il y a eu effectivement plusieurs loupés, mais ce qui a fait un peu le buzz, c'est que cette année, dans l'enseignement des langues vivantes 2, dans allemand, espagnol essentiellement, les épreuves ne correspondaient pas au programme. Donc, les sujets étaient totalement hors programme. Donc, évidemment, il s'agit d'une erreur, il s'agit d'une faute humaine qui, je pense, est lié au fait qu'il n'y a que, entre guillemets, 18 000 élèves. Et donc, le système mis en place, un système qualité mis en place les années précédentes, qui consistait à avoir une première commission qui choisit l'épreuve, une deuxième commission qui vérifie l'épreuve, une troisième commission qui met sous scellé, qui met sous coffre, tout ceci a dû être largement simplifié. La conséquence de ça, c'est que les élèves cette année ont dû passer une 24e épreuve, puisque l'épreuve a été annulée et les élèves ont dû repasser l'épreuve d'espagnol et l'épreuve d'allemand. Donc, ce qui a entraîné quand même un travail supplémentaire.
D'autres incidents se sont produits qui sont un peu plus inquiétants, notamment en EMC, l'enseignement moral et civique, ce qu'on appelait l'instruction civique dans le temps, où les élèves doivent rester pendant une demi-heure face à un examinateur pour une épreuve qu'ils ont préparée en 15 heures de cours à l'année. Donc c'est une toute petite épreuve, c'est une discipline qui est assez marginale, mais le ministère a souhaité faire passer cet oral depuis l'année dernière parce que ça lui permet de poser un certain nombre de questions aux élèves sur ce qui est enseigné effectivement à l'école. Et ça donne parfois ceci: mademoiselle, est-ce que vous couchez? Ah oui. Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez de monsieur Trump? Est-ce qu'on vous a parlé du général Franco à l'école? Donc là, vous avez un petit glissement, c'est-à-dire certains professeurs s'autoproclament commissaires politiques et vont jusqu'à interroger les élèves sur ce qu'ils pensent, sur leurs opinions et sur leur façon de vivre. L'école de Jules Ferry, sous la Troisième République, il y avait au moins un point d'entente entre monsieur le curé et monsieur l'instituteur, c'était ce qu'on appelait la morale naturelle. Aujourd'hui, tout ça a complètement volé en éclats et donc on va interroger les élèves sur leur vie personnelle et sur leur vie privée. C'est tout à fait marginal, mais parfaitement significatif. Et justement, vous pensez que tous ces dysfonctionnements, alors peut-être que c'est marginal, mais il y a un mépris, ou en tout cas c'est un acte manqué, notamment de l'éducation nationale, qui ne prend pas véritablement en sérieux l'école hors contrat, ou en tout cas qui ne veut pas forcément aider ou aller dans le sens de ces écoles hors contrat. Alors, je pense que le ministère public prend de plus en plus au sérieux les écoles libres et indépendantes qu'ils appellent écoles hors contrat. Il y a 100 000 élèves scolarisés à peu près actuellement dans les écoles libres et indépendantes. Il y en avait 50 000 il y a 10 ans. Et donc, ils prennent bien conscience qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et donc pour essayer à défaut de maîtriser le système, il y a une sorte de volonté d'aller vérifier aussi bien dans les inspections qui sont de plus en plus intrusives que dans les épreuves du baccalauréat, avec notamment cette épreuve de MC, vérifier, essayer de trouver des indices qui laisseraient à penser que ces élèves sont formés d'une façon qui ne leur convient pas. Vous savez, Jean-Paul Brigelli a écrit un livre très important il y a quelques années qu'il a intitulé « La fabrique du crétin », critiquant les méthodes pédagogiques, le pédagogisme, etc. Il y a 5 ou 6 ans, Michel Desmurger a sorti un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » pour montrer à quel point le tout numérique est en train de fabriquer des crétins à la pelle. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous dire que j'aimerais travailler, lorsque je prendrai ma retraite, à un livre qui s'appellerait « La fabrique du héros ». Parce que nos écoles, qui sont tant critiquées, font jaillir un héros. Je passe à Henri, le héros au sac à dos de Tissy, qui est un pur produit des écoles hors contrat, qui montre bien qu'il existe encore des écoles où on transmet les valeurs éternelles, où on transmet la morale naturelle, où on transmet le courage, où on transmet la beauté de l'histoire de France, où on transmet toutes ces valeurs, comme on dit aujourd'hui, qui font des héros. Et au sein de l'école où Henri a fait toute sa scolarité, j'en parle avec d'autant plus d'émotion que j'ai été son directeur, figurez-vous, et donc je connais bien Henri, et j'étais directeur à l'époque de l'école Saint-Dominique où il a fait toute sa scolarité. Eh bien, je n'ai pas été tellement surpris de son attitude et de sa réaction. Et je pense que la plupart des élèves qui sont dans des écoles libres et indépendantes auraient fait ce qu'Henri a fait. La Providence a permis qu'il soit là, à ce moment-là, tout à fait fortuitement, disent les médias, providentiellement, pensons-nous. Mais tout le monde est surpris et son courage est effectivement éblouissant. Mais je dois vous dire que ça nous paraît presque normal qu'il ait réagi comme cela. Alors, on va reparler, donc évidemment, on va redescendre un petit peu, je suis désolé, on va parler de l'inspection et des inspections qui sont de plus en plus fréquentes, vous l'avez dit, de l'école libre, et puis de plus en plus intrusives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'on essaye absolument de trouver, de chercher la petite bête qui pourrait faire tomber les écoles en question. Oui, c'est un peu cela. C'est-à-dire que les inspections, depuis quelques mois, se passent parfois très bien et elles sont importantes, les inspections, parce que ça permet aux écoles de progresser. Et puis, je pense que les écoles libres indépendantes n'ont pas grand-chose à cacher. Simplement, l'état d'esprit de certains inspecteurs n'est pas le bon. Ils viennent chercher des indices qui permettraient de faire fermer l'école.
Donc quand vous entrez dans une école en disant on va chercher des indices qui nous permettraient de fermer l'école, vous imaginez bien que le contexte est un petit peu biaisé. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des fouilles dans les cartables des élèves. Ça, c'est quasi systématique. Alors les deux inspecteurs rentrent dans une classe, disent aux professeurs de continuer à faire leurs cours. Contrairement à ce qui se passe dans le système public ou privé sous contrat, l'inspecteur ne vient pas inspecter le professeur. Il vient inspecter la classe pour voir si c'est une classe où on travaille. Il photographie tout ce qui est affiché au mur, s'assoit à côté d'un élève. Dans certains cas, demande à l'élève, est-ce que je peux regarder dans votre cartable? Vous pensez bien, un gamin de 12 ans, vous avez un adulte à côté, la plupart des gamins disent oui. Mais excusez-moi, il y a pas de liberté là dans le lac. Et parfois, ne demande pas et regarde dans le cartable, ouvre l'agenda pour voir s'il y a des photos, des compromettantes. Mais là, il ne s'agit pas de la même compromission que ce que peuvent penser certains auditeurs. Certains inspecteurs fouillent dans les casiers des professeurs en salle des professeurs, profitant du fait que la salle est vide. Ou croit-il vide, puisque le directeur rentre à ce moment-là et voit l'inspecteur en train de fouiller dans les casiers des professeurs. Je suis désolé, c'est de la violation de propriété privée. Un directeur, chef d'établissement n'a pas le droit de fouiller dans le cartable d'un élève. Autre chose, il demande à voir les élèves. C'est prévu dans les textes. Donc, ils doivent pouvoir interroger les élèves. Dans la plupart des inspections, ils regroupent les élèves dans une classe et ils posent des questions aux élèves. Il leur arrive de souhaiter parler à tel élève en particulier, ce qui ne pose pas de problème. Et à ce moment-là, le directeur demande à pouvoir accompagner, être présent. Je ne dis rien, mais je suis là. Certains inspecteurs refusent, veulent absolument voir l'élève seul. Quand un directeur s'oppose à cela, l'inspecteur sort l'arme atomique en disant « Vous entravez le bon déroulement de l'inspection, le préfet va fermer l'école pour motif administratif. » Depuis 2021, depuis la loi séparatisme, les inspecteurs peuvent demander au préfet une fermeture administrative. Donc, c'est-à-dire que c'est immédiat. Donc, il s'agit d'un moyen de pression qui est absolument abusif. Et nous avons écrit au ministre sur ce point en demandant à ce que les procédures soient clarifiées de manière à ce que les représentants des parents que sont les enseignants, les directeurs, puissent assister aux entretiens. Dernière chose scandaleuse, quand ils ont les élèves seuls en face d'eux, nous l'avons appris par des élèves qui ont témoigné par écrit, qui ont écrit leur verbatim, les inspecteurs posent des questions aux élèves sur ce qui se passe à la maison et non pas à l'école. Est-ce que vos parents s'entendent bien? Est-ce que vous parlez de sexualité chez vous? Est-ce que vous en parlez beaucoup? Où vont à l'école vos frères et sœurs? Etc., etc., etc. Ceci n'a absolument rien à voir avec ce qui est enseigné dans une école. Les inspecteurs sont là pour veiller à ce que le socle commun des connaissances soit transmis progressivement, année après année. Le fait que les parents s'entendent ou pas peut avoir un impact sur le niveau de l'élève et sur sa concentration en classe, mais n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'établissement. Et donc, ceci doit absolument cesser. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes insurgés contre ces pratiques, de manière à ce que les inspecteurs reviennent à leur métier d'inspecteur, alors qu'aujourd'hui, ils font un travail de basse police. Oui, de commissaire politique, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel Valadier. En une minute, je voulais vous parler avec vous de Jules et Léonie. Vous savez, c'est les cahiers de vacances édités par la Fondation pour l'école. En quelques minutes, pourquoi c'est important pour un enfant de continuer l'apprentissage pendant les vacances ? Alors, les livres dont vous parlez sont coédités par Criterion, avec Criterion, qui est l'éditeur principal, si j'ose dire. Vous savez, travailler pendant les vacances, c'est toujours un peu le problème. Il y a deux raisons pour lesquelles nos enfants doivent travailler pendant les vacances. Plus ils grandissent dans les classes, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment pendant l'année et qu'ils ont accumulé quelques lacunes. Et puis, il n'est pas mauvais d'entretenir ce que j'appelle la chaudière, qui permet à un enfant, par exemple, avant de rentrer à l'école, 15 jours avant, de remettre en route la machine intellectuelle, la mécanique intellectuelle, de se remémorer certaines notions qui lui permettent de préparer son année correctement. Je pense qu'il y a moyen pour les parents de présenter cela positivement et non pas comme une sanction. Tout à fait, merci. Je rappelle les cahiers de vacances de Jules et Léonie, donc coédités avec la Fondation pour l'école. Merci beaucoup, Michel Valadier. Moi, je rappelle aux auditeurs, vous êtes directeur général pour la Fondation pour l'école. Et puis, on continuera à suivre ça avec vous, donc comment est traitée l'école hors contrat par l'Éducation nationale. Merci à vous.